Oh là 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 là. Oh, oh c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. On va laisser parler les images, Thierry, parce que je crois que... Oh là là, Barthès. Que c'est la première fois dans une vraie finale que le Brésil est battu. Attention, il monte. Il monte sur la table. Et est-ce que le président Chirac va monter aussi? Il reçoit la Coupe du Monde. Ouais, des Français. La Coupe du Monde est française pour 4 ans. Bravo. Il a fait une Coupe du Monde exemplaire aussi. Dans vos décors de champion du monde de football, vous imaginez, c'est... Demain... Et maintenant, la Marseillaise pour l'équipe de France. Gli italiani sono alla guardalinee, c'è stata una gomitata, dice Buffon, c'è stata una gomitata di Trezeguet, dice Buffon. Vediamo un po'. E no! E no! E no! E no! Non si può! Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente, Zidane. È successo indecente, un'indecenza. L'ha visto, adesso lo tiro fuori. No, non l'ha visto, gliel'hanno detto. Rosso per Zidane che se ne va giustamente sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia. Vous sont abattus comme jamais. Ouais. L'altercation a été due au fait que je sois éventuellement le traître ou la personne qui a dénoncé les propos qui ont pu paraître dans les médias ces jours. Ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour les jeunes qui sont ici. Un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Qu'est-ce qui s'est passé également? Dans ces conditions, je démissionne. Dans ces conditions, premièrement, ils ne veulent pas s'entraîner. C'est inacceptable. Demandez-le-leur. Justement, Vicente, est-ce que sans pilote, ces joueurs peuvent s'auto-gérer? Ces joueurs sont-ils capables d'aller jouer mardi soir l'Afrique du Sud sans sélectionneur ou avec un sélectionneur qui finalement ne déciderait plus rien? Vous imaginez bien que sur le plan de la motivation, ils seront chauds bouillants et en face, on aura une équipe qui aura passé son temps à chercher le traître. Vous imaginez? À chercher le traître. Voilà aujourd'hui l'obstination des joueurs de l'équipe de France. Je voudrais juste dire combien nous sommes heureux d'être le pays organisateur de l'Euro. Je voudrais féliciter toutes les équipes, pour tous les passionnés de football. On va faire nos meilleurs efforts pour que les 24 nations soient reçues merveilleusement en France. On va se mettre au travail pour les stades, les rénovations de stades et les constructions de stades. On est très heureux, très honorés. Voilà. Merci à tous. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors vous voulez parler foot ce matin, Éric, après l'arrivée de Noël Le Graët à la tête de la fédération. L'élection d'un représentant du monde professionnel, c'est une première. Oui, le football français a décidément toujours un train de retard.
Alors que partout en Europe, pendant les 20 dernières années, les clubs devenaient des entreprises commerciales cotées en bourse, le foot français continuait d'être régenté par les présidents du foot amateur, les méthodes du patronage pour gérer des milliards. Le décalage fut criant et cruel lors de la dernière Coupe du Monde entre des dirigeants pleins de bonne volonté mais dépassés, impuissants, et des joueurs milliardaires capricieux, autistes, arrogants. La leçon a été retenue. Le football français s'est enfin donné à un dirigeant de club professionnel. Mais c'est juste au moment où le football professionnel est au bord de la faillite. Les clubs anglais, espagnols, italiens ont des montagnes de dettes. Seuls des mécènes russes ou arabes parviennent encore à les sauver de la faillite. Même Barcelone, qui tenait tant à sa spécificité catalane et à sa conception si romantique du jeu, a vendu son maillot à un sponsor du Qatar. Il fallait cela pour réduire les 500 millions d'euros de dettes et conserver son joueur vedette, Lionel Messi. L'état du football français est à la fois meilleur et pire. Meilleur, les dettes sont moins énormes que celles de ses voisins européens car la France est le seul pays où un organisme d'État, la Direction nationale du contrôle de gestion, veille sur les comptes. Mais pire, la France est aussi le pays des stades à moitié vides et donc des recettes faibles. Et en même temps, Eric, les meilleures équipes françaises n'arrivent pas à rivaliser avec le top du foot européen. Et oui, mais le football européen ressemble désormais au monde de la finance à la veille du krach de la banque Lehman Brothers. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. La dérégulation dans le football date de 1996 et du célèbre arrêt Bosman pris par la Cour de justice européenne. Au nom de la liberté du travail en Europe, les juges ont interdit de limiter le nombre de joueurs étrangers dans les équipes de clubs. L'arrière-pensée des juges européens était sans doute de réduire les passions nationales autour du ballon rond et de forger par le football un sentiment d'affection européen. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Les clubs les plus riches, anglais, italiens ou espagnols, ont acquis tous les meilleurs joueurs du monde, composant des équipes de rêve et collectionnant les titres, ne laissant que des miettes aux autres. L'argent est devenu le grand patron du football européen. Les joueurs sont les grands bénéficiaires de cette mondialisation libérale, comme des traders ou des patrons du CAC 40. Ils en ont adopté la mentalité, roulant en Ferrari, épousant des mannequins, méprisant leur pays d'origine et courant le paradis fiscal. L'élection d'hier, comme l'entrée des pétrodollars du Qatar au Paris Saint-Germain, montre que le football français s'est résolu à jeter par-dessus bord ses ultimes pudeurs d'amateurs et à imiter franchement ses voisins européens. Mais ce choix est fait au moment même où la bulle spéculative du football européen est sur le point d'exploser. Et la Grèce, c'est vrai qu'il fait partie des pays d'Europe les plus en danger, mais il y a aussi le Portugal qui croule sous les dettes. Il n'y a pas de secret. Le pays a multiplié les investissements coûteux comme les stades, les autoroutes, et aujourd'hui il faut rembourser sans en avoir forcément les moyens. À Leiria et à Porto, le reportage de Pascal Vinquel et David Salmon. Euro 2004, match France-Croatie, 30 000 spectateurs. L'heure de gloire du stade de Leiria, un des 10 stades construits pour la compétition. Aujourd'hui, l'enceinte gigantesque est vide. Plus de sportifs, pas d'événements culturels, juste la dette. Il nous reste 59 millions d'euros à payer à la banque. Vous voulez vendre ce stade? À quel prix? On espère en tirer 63 millions. En finir avec ce stade devenu un gouffre financier. 2 000 € par jour rien que pour l'entretien. La ville de 65 000 habitants n'a plus d'argent pour d'autres investissements. La vente est un soulagement. S'ils ont fait un stade où personne ne va et qui coûte de l'argent, il faut le vendre. On a exagéré au moment de l'Euro 2004. On a construit des stades qui sont très vite devenus obsolètes. Autre illustration de la folie des grandeurs, les quelques 3000 km de réseau d'autoroutes. Dans le nord du pays, des tronçons ultra-modernes. Ils étaient gratuits, mais avec la crise, l'État a introduit des péages, provoquant la colère des automobilistes. Je fais ce parcours tous les jours. C'est cher. Taxi, oui, mais pas autant. Je ne les emprunte qu'en dernier recours. Je prends les nationales. Des nationales surchargées et des autoroutes payantes devenues désertes. En 8 mois, le trafic s'est effondré de 50%. La construction de ce vaste réseau autoroutier a coûté très cher au Portugal. Avec la crise, c'est terminé. Le pays veut en finir avec les grands travaux onéreux. Il a décidé de stopper net la construction du TGV entre Lisbonne et Madrid. De grandes institutions financières sont menacées. Et comme partout dans le monde, les Français ont peur. Peur pour leurs économies, peur pour leur emploi, peur pour leur pouvoir d'achat. Le 15 septembre 2008,
la banque d'investissement Lehman Brothers tombe en faillite, la plus importante banqueroute de l'histoire financière américaine. Toutes les bourses du monde plongent, toutes les banques du monde tremblent et plus personne n'ose bouger de peur de voir s'effondrer l'édifice financier mondialisé. Jusqu'où ira la crise? Là, c'est l'inconnu. Lundi noir sur les bourses européennes. À Paris comme à Londres ou Francfort, tous les marchés ont lourdement chuté. Si une banque fait faillite, elle ne peut plus rembourser ses dettes aux autres banques. Depuis hier, le risque de contagion est réel. Pour Sarkozy, la mère de toutes les batailles a commencé. L'autorégulation, pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché tout-puissant qui a toujours raison, c'est fini. Voilà ce que j'attends, c'est que l'Europe parle d'une seule voix, bien sûr pour les Européens, mais d'une seule voix ici pour le monde, car la crise est mondiale. Ce sommet nous aide seulement à entamer un processus. Cela nous permettra, à l'avenir, d'avoir un système de régulation qui évitera que cette crise ne se répète. Les Français sont aux prises avec leurs propres difficultés. Leur crise à eux leur suffit bien. La vérité, moi je pense, c'est que si on avait su que la crise allait être aussi dure, aussi violente, qu'elle allait quasiment fracasser nos banques, nos PME, notre industrie automobile et j'allais dire l'Europe, on aurait sans doute été plus économe au démarrage du quinquennat. Car une fois les banques sauvées, il a fallu sauver l'euro. Puis l'Irlande, puis la Grèce, puis l'Espagne. Il a fallu se serrer la ceinture, accepter la rigueur, admettre l'austérité. Et ça n'a pas suffi. Le chômage a continué d'augmenter, le pouvoir d'achat de baisser et la dette publique d'exploser. Un point sur la dette de la France, parce qu'au fond, c'est un indicateur très significatif. Fin 2007, la dette de la France est de 1200 milliards d'euros. À la fin de 2012, la dette de la France est de plus de 1800 milliards d'euros. Il y a donc 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires qui vont être créées pendant ce quinquennat. Alors la Cour de compte estime que sur ce stock de 600 milliards d'euros supplémentaires, 200 milliards sont imputables à la crise et 400 milliards donc à la gestion du quinquennat. Voilà qui jette un froid. Nicolas Sarkozy aurait donc coûté 400 milliards d'euros à la fin. Monsieur le Président. Je voudrais juste dire combien nous sommes heureux d'être le pays organisateur de l'euro. Sur l'avancement des travaux du futur Stade des Lumières à Dessines, il y a 4 jours, des opposants ont tenté de stopper les travaux de terrassement sur l'un des accès. Mal leur en a pris, ils ont été placés en garde à vue pendant 48 heures avant de se voir convoqués devant le tribunal. Après des années de procédure, c'était apparemment un barreau d'honneur puisque plus rien ne semble pouvoir désormais arrêter le chantier. Jean Perrier, Sylvie Adam et Patrick Perren. Pendant des années, c'était un dossier. Depuis mardi, c'est un balai, celui des pelleteuses arrivant sans rien dire chez un maraîcher officiellement exproprié. Vu qu'ils sont propriétaires, ils ne nous ont pas prévenus du tout. Et bon, moi, j'ai essayé de limiter les dégâts parce que j'avais encore du matériel sur place, des tuyaux. Je me suis arrangé avec les gens du chantier pour pouvoir sauver le maximum de matériel. Ce mardi, 4 opposants se couchent en travers des pelleteuses puis montent à l'assaut des engins. Chantier arrêté, arrivée des forces de l'ordre, interpellation, 2 jours de garde à vue, tribunal pour des activistes déterminés, mais un peu seuls. Bien sûr qu'il y a un côté inédictable, mais en même temps, là on n'est pas assez nombreux en ce moment pour faire les choses. Et même s'il y a plein de gens qui sont d'accord avec nous, on dirait qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas parce qu'ils ont peur justement des retombées judiciaires, ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de la police sûrement, ou de ce qui peut leur arriver dans leur vie, des interdictions, tout ça. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus on est nombreux et moins on risque. Plus feutré que le bruit des pelleteuses, la petite musique de Jean-Michel Aulas vendant ce matin à un parterre d'entrepreneurs le projet, et je cite, du parc olympique multi-activités. Les détracteurs, les opposants, seraient des opportunistes se faisant de la pub sur son dos. Moi j'appelle ça du harcèlement. Alors quelles sont les motivations ? Certains diront que c'est pour mieux se faire connaître parce qu'on peut imaginer que ça soit pour être dans la trajectoire de cet merveilleux ouvrage. Rarement un projet privé, rappelons-le, n'aura autant défrayé la chronique, mobilisé l'opinion.
Plus rien désormais, même des procédures toujours en cours, ne l'arrêtera. C'est le pot de fer contre le pot de vin, quoi. Parce que c'est toute une petite magouille entre amis, quoi, du Grand Lyon. Ce fameux accès sud, 6 km dédié au vélo et aux navettes les jours de match, 100 mètres de large, une cicatrice dans les terres agricoles et les têtes. C'est en fin de compte une sorte de mainmise sur la terre agricole, le foncier dans l'Est, pour peut-être plus tard développer d'autres projets. C'est une réserve foncière que le Grand Lyon est en train de faire ici. 2 ans de travaux avant ouverture, mais il faudra beaucoup plus de temps pour que promoteurs et détracteurs fassent ensemble un bout de chemin. C'est fantastique, merci de m'avoir reçu comme ça. Salut Jean-Michel, allez, bon courage, au revoir.